Philippe Descola, par-delà nature et culture. La nature est une invention de l'Occident, mais la société aussi est une invention de l'Occident. Ailleurs, la manière dont des humains s'assemblent, et s'assemblent avec d'autres êtres qui sont des non-humains, prend une forme tout à fait différente. Et donc la plupart des concepts que nous avons développés sont des concepts eurocentrés, anthropocentrés, et le travail que l'anthropologie doit mener, que les sciences sociales doivent mener, consiste précisément à forger des nouveaux concepts qui échappent à la fois à la juridiction de la nature et à la juridiction de la culture. Philippe Descola est né en 1949 à Paris. Il a fait des études de philosophie puis d'ethnologie. Chargé de mission par le CNRS, il mène une première enquête ethnographique en 1976. 3 ans chez les Jivaro-Achuar d'Amazonie équatorienne, dont il étudie les relations à l'environnement. C'est son sujet de thèse de doctorat d'ethnologie qu'il soutient en 1983 sous la direction de Claude Lévi-Strauss. Il a enseigné une anthropologie comparative des rapports entre humains et non-humains dans les villes de Quito, Cambridge et Paris à l'EHESS, et plus généralement un peu partout dans le monde en tant que professeur invité et conférencier. Aujourd'hui, il est prof au Collège de France depuis 2000 dans la chaire d'anthropologie de la nature. Il publie un premier livre en 1986 sur l'étude des réseaux de sociabilité entre acteurs humains et non humains dans l'écologie des Indiens Achuar de Haute-Amazonie. C'est le début d'une longue carrière. Ensuite d'actes de colloques, d'ouvrages de vulgarisation et de plus de 150 articles scientifiques, Descola a partagé la manière dont se construit peu à peu la connaissance ethnographique, fait un point sur les recherches anthropologiques, ethno-historiques et archéologiques de l'Amazonie indigène, et détaillé les problèmes posés par l'anthropologie et ses relations entretenues avec les autres disciplines. Philippe Descola est clairement une figure majeure de l'anthropologie américaniste, et il a reçu, entre autres récompenses, la médaille d'or du CNRS en 2012. Par-delà nature et culture est une œuvre majeure, traduite en 10 langues. Elle tente en 5 grandes parties de dépasser le dualisme entre nature et culture. La première partie est consacrée à démontrer la thèse selon laquelle la manière dont l'Occident moderne se représente la nature est la chose du monde la moins bien partagée. Descola montre à travers différents exemples du monde entier que la nature ne s'oppose pas à la culture, mais au contraire, la prolonge et l'enrichit. Chez les Achuar d'Équateur et les Macunas de Colombie, par exemple, toute réussite, toute bonne entente dépend des relations de connivence que les humains réussissent à établir avec une grande variété d'interlocuteurs humains, mais aussi non humains. Les êtres de la nature sont de véritables partenaires sociaux et prennent part à des dialogues issus d'une sociabilité subtile. Les animaux vivent en communauté comme les Indiens. Ils peuvent se convertir en humains, ils cultivent des jardins, ils se déplacent en pirogue, ils s'adonnent à des rituels tout aussi élaborés que ceux que les Indiens, sous la conduite d'un chef, et on comprend que leur forme visible n'est donc qu'un déguisement. Pour les Chewang de Malaisie aussi, même conception. La société s'étend bien au-delà des frontières ontologiques de l'humanité et englobe une myriade d'esprits, de plantes, d'animaux et d'objets. C'est-à-dire que non seulement les distinctions entre nature, surnaturelle et humanité n'ont aucun sens pour les Chewang, mais la possibilité de découper le réel en catégories stables devient elle aussi illusoire, puisque l'on n'est jamais assuré de l'identité de l'être à qui l'on fait face. Chez les Kanaks de Nouvelle-Calédonie, le corps humain et les plantes ont la même structure et la même substance. Même tissu, même croissance. La continuité matérielle entre l'humain et le végétal n'a rien de métaphorique. Et enfin, pour les Kuranko de Sierra Leone, la notion de personne ne définit pas une identité singulière et stable, mais un attribut fluctuant issu des interactions avec autrui.
Ça veut dire que la qualité de personne peut être imputée à des humains, mais aussi à des animaux, à des génies de la brousse, à des ancêtres, à des plantes et même à des pierres. Donc, pour tous ces peuples, il n'y a pas de séparation tranchée entre l'environnement physique et l'environnement social. Descola parle de brouillage des frontières ontologiques. Puisque l'opposition entre nature et culture n'a pas grand sens, l'opposition entre sauvage et domestique ne veut plus dire grand-chose non plus. En effet, dans bien des endroits du monde, les espaces que l'on qualifie de sauvages sont on ne peut plus socialisés. Tout l'environnement traversé par les nomades, par exemple, est tellement balisé, parcouru sans relâche, lié à des souvenirs, à des éléments biographiques, que la forêt, la toundra, la steppe ou le désert sont comme une demeure des plus familières. Les animaux ne sont pas domestiques, mais au mieux apprivoisés, et par une série de petites continuités concentriques, la jungle n'est en rien plus sauvage que les jardins. Descola dit ainsi: l'opposition du sauvage et du domestique n'est pas patente en tout lieu et en tout temps, et doit son présent pouvoir de conviction aux aléas d'une évolution des techniques et des mentalités que d'autres peuples n'ont point partagées. L'anthropologie a donc tout à gagner en resituant les grandes oppositions nature-culture, sauvage-domestique, rationnel-irrationnel comme des cas particuliers au sein d'une grammaire générale des cosmologies qui perdrait énormément de sa richesse si la vision du monde dit moderne prenait valeur d'étalon. La deuxième partie du livre de Descola porte sur les structures de l'expérience. Elle souligne que, je cite, reconnaître la contingence du dualisme de la nature et de la culture ne doit pas conduire à négliger la recherche de structures de cadrage. Il faudrait remonter vers ce que Descola appelle un noyau de schèmes élémentaires, c'est-à-dire des sortes de structures abstraites organisant les connaissances et l'action pratique de la vie quotidienne. Ces schèmes permettent d'intégrer tout ce qui relève de l'altérité en faisant médiation entre ce qui relève de l'intériorité, c'est-à-dire le soi, et l'extériorité, le non-soi. Descola en extrait 4 grands types d'ontologie, 4 grands systèmes de propriété qui définissent des manières d'être au monde. Première ontologie, l'animisme, où les humains imputent à des non-humains une intériorité identique à la leur, puisque tout être vivant est doté d'une âme, mais une physicalité différente. C'est le cas des Attuars d'Amazonie dont on a parlé au début. Humains et non-humains sont distribués dans des collectifs différents, mais qui ont les mêmes structures et les mêmes propriétés, ce qui veut dire que la position de sujet revient à tous les êtres vivants. La distinction entre humains et non-humains se fait grâce donc à des outillages biologiques propres à chaque espèce et pouvant déboucher sur une hétérogénéité des points de vue. Le naturalisme est le schème inverse de l'animisme, puisque ce ne sont plus les physicalités qui diffèrent, mais les intériorités. L'humain apparaît alors comme supérieur au non-humain, puisqu'il serait seul doté d'un intellect et d'une morale capable d'engendrer des différences culturelles. Le statut de sujet lui est réservé. Mais cette suprématie est quand même aujourd'hui de plus en plus contestée, la privatisation du statut de sujet n'allant plus de soi. Le totémisme, lui, procède à l'association entre humains et non-humains. Les totems sont très nombreux et variés, et ils englobent le tout. Ils sont engendrés chez les aborigènes d'Australie par ce qu'on appelle les êtres du rêve, qui eux sont mi-humains, mi-non-humains. On voit donc que c'est un collectif hybride, et qu'il est composé de segments si complémentaires qu'il en devient difficile de distinguer des singularités. Les intériorités, comme les physicalités, se ressemblent. À noter que les totems ne sont pas considérés comme des partenaires sociaux. C'est ce qui les distingue des humains. Enfin, l'analogisme, résolument cosmologique, fractionne l'ensemble des existants, qui sont physiquement et intérieurement différents, au sein d'un collectif unique qui les rassemble tous. Toute entité est faite d'une multiplicité de composantes, mobiles et en partie extracorporelles, dont l'assemblage bien instable et conjoncturel engendre un flux permanent de singularités. On comprend bien que ce monde est rendu friable par la multiplicité de ses parties, mais il est cimenté grâce à un dense réseau d'analogies. Est alors autre celui qui ne partage pas le même point de vue rassembleur.
J'ai synthétisé dans ces explications le développement de la 4e partie du livre. On comprend avec ces modes d'identification que les rapports au monde peuvent être très différents. Mais ce qui distingue véritablement ces 4 collectifs entre eux, c'est la forme des relations qu'ils entretiennent. Donner, prendre, échanger sont 3 relations qui autorisent la réversibilité parce que les protagonistes sont situés au même niveau ontologique, alors que produire, protéger et transmettre sont 3 relations toujours univoques, irréversibles car se déployant entre des termes hiérarchisés. Ok, maintenant comment critiquer près de 700 pages d'Escolienne? Ma contribution sera laudative. D'abord, l'objectif consistant à jeter les bases d'une façon de concevoir la diversité des principes de schématisation de l'expérience en se dégageant des préjugés de la modernité est atteint. L'épilogue invite à étoffer encore la qualification des types de collectifs, pourquoi pas, et à faire l'étude encore manquante des causes et des modifications de cette organisation structurale. Je nous y invite. Ensuite, j'ai choisi la lecture de ce livre parce qu'il offre une perspective anthropologique poussée et littéraire à la fois par un spécialiste reconnu dont il m'importait de lire une analyse entière. Par-delà nature et culture se veut dénué d'assertion morale, mais la toute dernière phrase appelle à doter la nature de véritables moyens d'expression, de lui accorder une reconnaissance nécessaire sans laquelle les jours de l'espèce humaine, je cite Descola, seraient comptés. Je rebondis sur cette initiative pour questionner le rôle de l'anthropologie dans le débat public. Descola dit que l'anthropologie, c'est ce qui nous permet de regarder le monde d'une façon un peu différente, enrichie par son expérience dans un monde très différent. L'ethnologie, c'est un pas de côté, au fond. L'anthropologue procède-t-il à un contre-don de cette expérience ? Est-ce qu'il peut délaisser un temps la muselière de l'exigence d'objectivité scientifique au profit d'autres possibilités d'action ? Est-ce que les deux modalités sont efficacement conciliables ? Et dans quelle mesure c'est souhaitable ? Les défis contemporains liés à l'environnement n'exigent-ils pas un nouveau pas de côté ? La fougue du jeune âge attend plus de la plupart des chercheurs qui disposent quand même d'un certain pouvoir ou d'un pouvoir certain de légitimité de parole.